dans les émissions de survie. L'endurance hivernale paraît intimidante et exigeante, mais les Amérindiens ne se contentèrent pas de survivre. Ils s'épanouissaient au milieu de violents blizzards, maîtrisant des techniques que les survivalistes modernes ont du mal à reproduire. Cependant, avant d'explorer leurs compétences, il est essentiel de percer un secret fondamental de leur survie hivernale, un secret si simple qu'il est souvent négligé. Malgré la tendance actuelle à prétendre maîtriser la superposition de vêtements en hiver, les Amérindiens avaient perfectionné ce système il y a des siècles, sans aucune tête de tutoriel YouTube. Concentrons-nous sur l'élément clé de leur tenue hivernale, la peau de daim tannée à la cervelle. Oui, vous avez bien lu. Ils utilisaient effectivement de la cervelle d'animal pour tanner la peau, ce qui peut paraître révoltant, mais produisait un cuir souple qui leur permettait de rester au chaud sans ressembler à un tipi encombrant. Il ne s'agissait pas d'une simple veste en cuir rigide qui restreint les mouvements. La peau de daim ancienne a servi de précurseur aux vêtements de sport modernes haute performance, offrant imperméabilité et respirabilité. Bien avant les marques de vêtements de plein air contemporaines, les Amérindiens ont perfectionné la superposition avant de proposer des prix exorbitants pour des sous-couches techniques individuelles. La couche intérieure était généralement composée de peau plus douce et raffinée qui évacuait efficacement la transpiration, épargnant ainsi l'inconfort d'une couverture mouillée, faite de sa propre transpiration pendant les journées d'hiver. Vous pouvez vous renseigner sur la couche intermédiaire. Ici, différentes tribus ont fait preuve de créativité avec divers matériaux, comme des fibres d'écorce déchiquetées, des isolants naturels ou de la fourrure à poils tournée vers l'intérieur. La couche extérieure, robuste et traitée, offrait aux vents hivernaux un ferme signal de repli. En parlant de vent, certaines tribus ornaient leurs vêtements de franges, à la fois esthétiques et pratiques. Elles perturbaient les courants d'air et évacuaient la pluie. Loin de rechercher uniquement l'élégance, elles visaient la fonctionnalité. Durant les hivers les plus rigoureux, guerriers et chasseurs enfilaient de nombreuses couches de leggings. Un ancien des tribus des plaines avait un jour confié à un pionnier : « Si vous sentez encore vos jambes, c'est que vous n'avez pas encore mis assez de leggings. » Ce conseil de mode est purement pratique, contrairement aux pantalons de neige contemporains, qui produisent un bruit de froissement. Ces vêtements superposés se déplaçaient silencieusement, ce qui était crucial pour approcher une proie sans se faire repérer. Des découvertes archéologiques indiquent que les vêtements d'hiver amérindiens pouvaient maintenir la chaleur jusqu'à 40 degrés Celsius. Fait remarquable, ils y parvenaient sans utiliser de fibres synthétiques ni de chauffage à piles. Étonnamment, ce n'étaient pas seulement les vêtements eux-mêmes qui étaient impressionnants, mais aussi leur entretien. Ils réappliquaient régulièrement une imperméabilisation à base d'un mélange de graisses animales et de substances naturelles, un produit hydrofuge durable, primitif mais efficace. Sans étiquette d'entretien, ils savaient intuitivement comment le réappliquer. Le vieil adage « Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements » était illustré par les Amérindiens. Ils considéraient le port de vêtements inappropriés en hiver, non seulement comme inconfortable, mais aussi comme un manque de respect envers la nature et leur propre capacité de survie. Chaque vêtement symbolisait d'innombrables heures de travail, de la chasse à l'animal, en passant par le traitement des peaux, jusqu'à la création du vêtement. Ici, pas de fast fashion. De même, la fonctionnalité était mise en avant dans les vêtements d'hiver amérindiens, à l'image de votre manteau d'hiver préféré d'aujourd'hui, doté de nombreuses poches, la plupart rarement utilisées. Ils intégrèrent des poches et des rangements à leurs vêtements, chacun ayant une fonction spécifique. Aucune poche trop petite ne pouvait contenir qu'un chewing-gum. En réfléchissant aux moyens efficaces de se réchauffer pendant les hivers rigoureux, j'ai été émerveillé par l'ingéniosité des Amérindiens pour maintenir le confort de leurs habitations. Mes dépenses de chauffage hivernal ont failli déclencher une crise de panique l'année dernière, ce qui m'a amené à me demander comment ils parvenaient à se chauffer sans électricité. À ma grande surprise, ils ont fait preuve d'une intelligence extraordinaire pour construire leurs habitations d'hiver. Tandis que je peinais à régler mon thermostat, ils ont créé des maisons non seulement chaleureuses, mais aussi économes en énergie. Maintenant, la température au-dessus de 15 degrés ici, même par 7 degrés dehors.
Par exemple, les huttes en terre des tribus des plaines étaient bien plus que de simples habitations. Elles servaient de forteresses naturelles. Partiellement enfouies sous terre, ces habitations exploitaient les propriétés isolantes de la terre, d'épais murs de terre compactés, atteignant plusieurs mètres d'épaisseur, soutenaient l'imposante charpente en bois de ces habitations. Une seule hutte en terre pouvait accueillir plusieurs familles et maintenir la chaleur même pendant les hivers rigoureux. Contrairement aux coûteuses maisons souterraines d'aujourd'hui, les Amérindiens ont perfectionné ce concept il y a des siècles. Les tribus du Nord-Est ont développé leur solution unique, les maisons longues. Il ne s'agissait pas de simples cabanes en rondins, mais d'imposantes salles en bois abritant plusieurs familles, avec de nombreux feux allumés le long de l'axe central. La fumée de ces feux montait et sortait par des ouvertures de toit, mais l'ingéniosité résidait dans le fait qu'elle réchauffait l'air en montant, créant ainsi un système de chauffage naturel. La plus longue maison longue connue mesurait 120 mètres de long, plus longue qu'un terrain de football, et sa chaleur était générée par quelques feux placés stratégiquement. Les wickiups des tribus du Grand Bassin étaient de remarquables prouesses d'ingénierie. Ces habitations rondes, bien qu'apparemment rudimentaires, furent ingénieusement conçues par les tribus, avec d'épais murs d'herbes tressées et d'écorce, contenant de nombreuses petites cavités d'air, semblables à l'isolation contemporaine, mais entièrement organiques. Les entrées étaient stratégiquement positionnées, pour éviter la direction du vent et les courants d'air. Ceci témoigne d'une impressionnante prévoyance architecturale. L'analyse des anciennes maisons d'hiver amérindiennes révèle que certaines tribus utilisaient différentes couches de sol pour leur construction, sachant que certains sols retiennent mieux la chaleur. Elles furent en quelque sorte les précurseurs de la science des matériaux. Une fouille a mis au jour une maison d'hiver composée de 3 couches de sol distinctes, chacune possédant des propriétés thermiques uniques. Ces demeures servaient non seulement à se réchauffer, mais aussi à créer des lieux de vie communautaires. Dans de nombreuses tribus, l'hiver était le temps des contes. Les familles se réunissaient dans ces environnements douillets, racontant des histoires et transmettant leur sagesse, tandis que les vents froids soufflaient à l'extérieur. Nos soirées cinéma familiales contemporaines ne semblent-elles pas plutôt ordinaires ? Le plus grand rassemblement hivernal connu, réuni dans une seule maison longue, accueillait plus de 100 personnes, assurant chaleur et divertissement pendant les hivers les plus rigoureux. Certaines tribus construisaient leurs habitations d'hiver en groupe, s'offrant mutuellement de mini-brise-vents. Il s'agissait en fait d'une forme précoce d'urbanisme. Les villes modernes découvrent seulement maintenant comment la disposition des bâtiments influence les courants de vent. Et pourtant les Amérindiens exploitaient déjà ce savoir à bon escient. Des découvertes archéologiques suggèrent que ces implantations groupées pouvaient réduire le refroidissement éolien jusqu'à 30%. Le plus intrigant est que ces maisons étaient en gros conçues pour s'harmoniser avec la nature plutôt que de s'y opposer, contrairement à nos maisons modernes qui luttent contre l'environnement. Grâce à des systèmes de chauffage et de climatisation artificielle, les maisons d'hiver amérindiennes utilisèrent les propriétés intrinsèques de la terre, du bois et de l'air pour se réchauffer. Il n'est donc pas surprenant que ma facture d'électricité grimpe en flèche. Profiter de la chaleur à la maison est bénéfique. Mais il y a des moments où l'on doit s'aventurer dehors, comme pour chasser ou cueillir de la nourriture. Dans ces situations, un feu devient un atout précieux. Malheureusement, la semaine dernière, mon briquet a mal fonctionné en camping, ce qui m'a causé une grande détresse, alors que je peinais à allumer un feu. 2 heures plus tard, je n'ai réussi qu'à allumer un tas de bois humide et un égot blessé. Les Amérindiens, quant à eux, pouvaient facilement créer un feu flamboyant, avec seulement quelques bâtons et une certaine expertise. J'ai eu l'impression d'être complètement urbanisé. La méthode de la perceuse à archet était leur technique préférée pour allumer des feux, et elle est bien plus impressionnante qu'on ne l'imagine. On pourrait croire que frotter 2 bâtons l'un contre l'autre est un jeu d'enfant, mais ces gens en ont fait un art. L'allumage traditionnel le plus rapide enregistré a pris un peu moins de 30 secondes, ce qui est de plus rapide que le temps que je mettais à retrouver mes allumettes dans mon sac à dos. La clé n'était pas seulement la rapidité. Ils ont constaté que certains bois étaient plus efficaces que d'autres.
Le cèdre et le yucca étaient comme les combustibles haut de gamme du monde du bois. Certaines tribus pouvaient conserver les braises pendant de longues périodes, de quelques jours à quelques semaines, évitant ainsi de devoir rallumer un feu à chaque fois. En enveloppant des substances à combustion lente dans de l'écorce de bouleau, ils créèrent des allumes-feu portables, précurseurs de la batterie moderne, assurant la survie par temps glacial. Un ancien de la tribu raconta un jour que sa grand-mère pouvait entretenir une braise jusqu'à 2 semaines lors des migrations hivernales, un exploit plus long que celui que la plupart des gens peuvent entretenir avec une plante d'intérieur. La conception de leur foyer était également remarquable. Certains pouvaient maintenir une température constante de 21 degrés à l'intérieur d'une hutte, même lorsque les températures extérieures étaient suffisamment basses pour geler instantanément la parole. Ils utilisaient des pierres spécifiques dans ces foyers, qui conservaient la chaleur plus longtemps. La stéatite conserve la chaleur longtemps après un feu et était largement privilégiée. On a découvert que différents bois produisent donc différents types de feux. Le pin et le cèdre fournissent une chaleur rapide par temps extrêmement froid, tandis que le chêne et le carrier sont idéaux pour les longues nuits d'hiver grâce à leur combustion plus lente et intense, assurant une chaleur jusqu'à l'aube. Des tests modernes ont confirmé que ces mélanges de bois traditionnels pouvaient augmenter la production de chaleur d'environ 40% par rapport à des sélections aléatoires. Allumer un feu sous la pluie est aussi agréable que déclarer ses impôts sous l'eau, mais les Amérindiens ont relevé ce défi. Ils stockaient de l'écorce de bouleau, dont les huiles lui permettent de brûler même humide. De plus, ils fabriquaient des planches à feu, des pièces de bois plates aux encoches stratégiques, servant à maintenir les matériaux d'allumage au sec même, en cas de forte pluie. La conception d'un panneau de feu tribal, dont l'efficacité a été prouvée même lors des cours de survie modernes, témoigne de leur remarquable maîtrise de la gestion de la fumée. Chaque tribu a élaboré des stratégies uniques pour gérer la fumée dans ses habitations. Certaines ont aménagé des passages d'air souterrains dans leurs foyers pour un apport efficace en oxygène et une émission de fumée minimale. D'autres ont conçu des systèmes de tirage complexes utilisant la ventilation naturelle des habitations. Il semble qu'ils maîtrisaient les principes des cheminées avant leur invention. De plus, le feu n'était pas seulement une source de chaleur. Il leur servait de cuisine, de purificateur d'eau, d'outils et même de plateforme sociale. Des histoires étaient partagées, des mariages arrangés et des décisions cruciales prises autour du feu. Le feu le plus long jamais enregistré par une tribu a persisté tout un hiver, durant plus de 100 jours sans interruption. La maîtrise du feu était cruciale, car il ne s'agissait pas seulement de se réchauffer pendant les hivers rigoureux, il s'agissait aussi de se nourrir. Chassés par temps glacial, présentaient des difficultés particulières, mais les Amérindiens ont développé des stratégies ingénieuses pour se nourrir pendant les longs mois d'hiver. Imaginez une panne d'électricité et l'inquiétude de voir vos aliments réfrigérés se gâter. Ils ont vécu avec ce défi pendant des hivers entiers. Ils excellaient dans la conservation des aliments bien avant l'invention de l'électricité. Alors que nous nous inquiétons des retards de livraison à domicile, ils planifiaient méticuleusement leurs provisions hivernales des mois à l'avance. Le plus étonnant, c'est que leurs techniques de conservation étaient si efficaces que les archéologues ont découvert des caches de nourriture conservées, ayant survécu à plusieurs hivers. Oui, leurs méthodes ont conservé leur qualité comestible plus longtemps que les restes qui traînent au fond de votre réfrigérateur. Le pemmican était leur nourriture de survie par excellence, semblable aux premières barres énergétiques, mais en bien plus robuste. En pulvérisant de la viande maigre, en la combinant avec de la graisse fondue et des baies, puis en la compactant, ils créaient un repas hautement nutritif capable de nourrir une personne pendant des mois avec seulement quelques kilos. Fait remarquable, des recherches ont suggéré qu'un pemmican bien préparé pouvait se conserver jusqu'à 50 ans. Cette longévité surpasse celle de la plupart des mariages modernes, mais le pemmican ne se résumait pas à de la viande. Les Amérindiens ont transformé les glands en un aliment de base pour l'hiver, un fait qui me laisse stupéfait. Ils ont découvert que le trempage des glands dans l'eau courante pouvait éliminer les tanins amers, laissant derrière lui un repas nutritif. Un chêne adulte pouvait produire jusqu'à 900 kg de glands, soit suffisamment pour fabriquer des centaines de kilos de farine. Leur ingéniosité
réside non seulement dans la découverte de nourriture provenant de sources inattendues, mais aussi dans leur méthode de réfrigération naturelle. Grottes de neige et fosses profondes leur servaient de congélateur. Ils creusaient ces fosses sous la ligne de gel, maintenant, ainsi, des températures froides constantes. Les scientifiques ont confirmé que ces anciennes fosses de stockage conservaient une température comprise entre 0 et 4 degrés, comparable à celle des réfrigérateurs modernes. Le riz sauvage était un autre champion de l'hiver. Certaines tribus en récoltaient jusqu'à 136 kg par famille pour le stockage, dépassant la consommation hebdomadaire d'un restaurant asiatique typique. Conservés dans des contenants en écorce de bouleau, ils étaient naturellement protégés de l'humidité et des parasites. Des tests modernes indiquent qu'ils étaient encore plus efficaces pour prévenir la détérioration que les contenants en plastique contemporains. Fait fascinant. Ils fabriquaient une sorte de crème glacée, en combinant des baies, de la graisse animale et de la neige pour créer un dessert glacé. Un plat traditionnel préparé par un aîné était composé de graisse d'orignal fouettée, mélangée à des canneberges. Cette préparation n'est peut-être pas populaire chez Baskin-Robbins, mais au cœur de l'hiver, la créativité s'épanouit lorsqu'une envie de sucré se fait sentir. L'apport calorique était conséquent. Les guerriers et les chasseurs de l'hiver pouvaient consommer jusqu'à 5000 calories par jour, soit l'équivalent de 2 grandes pizzas par jour. Cependant, contrairement à ma prise de poids hivernale, chaque calorie avait une utilité. Une alimentation riche en matières grasses les aidait à conserver chaleur et énergie par temps glacial. Des études modernes révèlent que ces régimes hivernaux traditionnels étaient parfaitement équilibrés pour supporter le froid, contenant le mélange idéal de protéines, de lipides et de glucides. Certaines tribus ont même fait de la conservation des aliments un art, fabriquant de grands paniers ornés capables de contenir des centaines de kilos de nourriture séchée. Ces paniers n'étaient pas seulement fonctionnels, ils étaient esthétiques. Certains exemplaires survivants, affichant des motifs complexes racontant des histoires de récoltes fructueuses et d'hivers rigoureux. Leur connaissance en matière d'alimentation et de techniques de survie leur permettait de survivre aux rigueurs de l'hiver, notamment lorsque les terrains de chasse étaient éloignés et enneigés. Se déplacer dans cette neige exigeait une ingéniosité remarquable. Leur méthode de déplacement dans la neige profonde laisserait les athlètes olympiques modernes bouche bée. Au début, marcher dans la neige profonde était aussi difficile qu'apprendre à patiner pour une girafe nouveau-née. Après 3 pas, je me suis retrouvé enseveli sous un banc de neige, remettant en question mes choix de vie. Cependant, les Amérindiens ont transformé la marche sur la neige en un art, la rendant apparemment facile. Leur invention des raquettes a révolutionné leur capacité à traverser la neige profonde, transformant les randonnées ardues en une navigation sans encombre. Chaque tribu a adapté son modèle en fonction des conditions d'enneigement locales. Par exemple, les Ojibwés ont fabriqué des raquettes longues et étroites, idéales pour la vitesse, leur permettant de parcourir jusqu'à 110 km en une journée, équivalent à près de 3 marathons. Mais sur la neige et probablement avec des provisions à la main. Les plus grandes raquettes conventionnelles peuvent répartir le poids d'une personne sur environ 0,4 mm de neige. Les approximations de la physique moderne suggèrent que ces modèles réduisent la pression au sol jusqu'à 85%, transformant ainsi une personne de 90 kg en une fée des neiges de 13 kg par temps de neige. Le record du plus long voyage en raquette, un incroyable parcours de 4800 km en un seul hiver. A l'inverse, je me retrouve essoufflé, rien qu'en allant à ma boîte aux lettres en décembre. Différents terrains enneigés nécessitaient des modèles différents. Les cris fabriquaient des raquettes rondes en forme de pattes d'ours, idéales pour la poudreuse épaisse, plus courtes et plus larges. Elles étaient conçues pour faciliter les déplacements dans les forêts denses. Les Algonquins ont conçu des raquettes, sur mesure, ressemblant à des modèles modernes. Une paire découverte archéologiquement était si bien conservée que des artisans contemporains l'ont utilisée comme modèle, pour finalement découvrir que ses performances surpassaient celles de certains modèles actuels. Plus fascinante encore, ces raquettes s'étaient rendues imperméables grâce à de la graisse animale. En chauffant la graisse jusqu'à ce qu'elle soit liquide et en l'appliquant soigneusement sur la sangle en cuir brut, ces raquettes se sont révélées imperméables pendant environ 3 mois, même en usage intensif, surpassant même mes prétendues chaussures de randonnée imperméables.
Les traîneaux à chiens constituent une autre invention remarquable. En attendant l'arrivée des voitures autonomes en 2025, les Amérindiens excellaient déjà dans le transport autonome, utilisant leurs quatre pattes et leur fourrure. Un attelage de chiens expérimenté pouvait parcourir 160 km par jour. De fait, le trajet traditionnel le plus rapide en traîneau à chiens couvrait un trajet de 1600 km en moins de 9 jours, rendant les délais de livraison Amazon Prime apparemment insignifiants. Ces traîneaux étaient des merveilles architecturales. Leurs structures en bois flexibles, capables d'absorber les chocs et de contourner les obstacles, pouvaient transporter jusqu'à 140 kg de marchandises. Les traîneaux à patins, intentionnellement glacés pour réduire la friction, surpassaient les matériaux synthétiques modernes en termes d'efficacité. Testés par des ingénieurs contemporains, ces modèles traditionnels ont démontré une efficacité énergétique jusqu'à 30% supérieure à celle des premières motoneiges. Certaines tribus ont développé des réseaux complexes de sentiers hivernaux, similaires à nos réseaux routiers actuels, balisant les chemins à l'aide d'arbres courbés et de points de repère naturels visibles à travers les fortes chutes de neige. Nombre des routes hivernales actuelles suivent les mêmes tracés établis il y a des siècles. Remarquablement résilients, ces modes de déplacement hivernaux ont été rendus possibles par des efforts collectifs plutôt qu'individuels. Alors que nous peinons à trouver des voisins pour démarrer nos voitures, les Amérindiens maîtrisaient depuis longtemps l'art de la coopération hivernale. Concernant la collaboration, il faut comprendre comment leur fort sentiment d'appartenance transformait même l'hiver le plus rigoureux en une expérience non seulement supportable, mais aussi agréable. Survivre en hiver n'était pas une tâche solitaire. Cela ressemblait plutôt à une longue réunion de famille, qui durait des mois. Contrairement à aujourd'hui, il n'y avait aucune possibilité de livraison de nourriture ni de chauffage lorsque les niveaux d'énergie baissaient ou que les températures s'effondraient. Chaque membre de la tribu avait un rôle essentiel à jouer, des plus jeunes enfants aux grands-parents les plus âgés. Les personnes chargées d'entretenir les feux occupaient l'un des rôles les plus importants au sein de la tribu. Leur vigilance constante pour maintenir le feu allumé 24 heures sur 24 était bien plus difficile qu'il n'y paraît. Il ne suffisait pas d'actionner un interrupteur, il fallait surveiller méticuleusement les braises, ajouter du bois au bon moment et ajuster le feu en fonction des conditions naturelles. Fait intéressant, certaines tribus comptaient des familles dont l'unique responsabilité hivernale était d'entretenir les feux, ce qui rendait leur tâche d'autant plus ardue. Imaginez-vous à la place de celui qui éteignait un feu lors d'une tempête de neige, un fait qui serait sûrement le sujet de conversation lors du prochain rassemblement communautaire. Les chasseurs étaient les courageux défenseurs de notre tribu pendant l'hiver. Ces individus, courageux ou légèrement fous, bravaient le froid glacial pour se procurer de la nourriture. Ils chassaient en groupe, utilisant des signaux manuels et des capacités de pistage exceptionnelles, des compétences transmises de génération en génération. Il est fascinant de savoir que certaines tribus pouvaient la pister des animaux, simplement en examinant les taches de neige fondues là où ils venèrent de marcher, tels des détectives de la neige. Aux chasseurs s'ajoutaient Ployol et Compteur, l'équivalent précoce de Netflix. Durant les longues nuits d'hiver, ces chroniqueurs tribaux rassemblaient tout le monde autour du feu et racontaient des histoires qui allaient au-delà du simple divertissement. Ces récits recelèrent des conseils de survie, des leçons de morale et l'histoire essentielle de la tribu. Un aîné de la nation Cri pouvait se rappeler de mémoire plus de 200 histoires de survie hivernale. Chaque récit remplissait une fonction distincte, certains transmettant des connaissances sur les plantes comestibles, d'autres simplifiant la compréhension des phénomènes météorologiques grâce à des paraboles créatives. Les gardiens de la médecine, débordant de sagesse, étaient des figures essentielles. Ils préservaient et concoctaient des remèdes contre les maladies hivernales, sachant quelle écorce pouvait soulager la fièvre ou quelle racine apaisait la toux. Leur savoir-faire médical était si raffiné que les colons européens sollicitèrent souvent leur aide pendant les hivers rigoureux. Les enfants aussi jouaient un rôle essentiel. Ils ramassaient du petit bois, apprenaient à raccommoder les vêtements d'hiver et mémorisèrent des histoires, bientôt leur devoir de préservation. La vie communautaire reflétait une intense école de survie, où l'échec était inacceptable.
Dans les jours les plus sombres, toute la tribu s'unissait, organisant des festivités et des concours hivernaux, qui n'étaient pas seulement un divertissement, mais aussi un moyen de remonter le moral. Ils veillaient à ce que chacun reste occupé et au chaud. Certaines tribus pratiquaient même des sports d'intérieur chez elles lors de fortes tempêtes de neige, un peu comme jouer au basket en famille dans son salon. Chaque membre de la tribu comprenait un principe fondamental. La survie reposait sur la survie mutuelle. Si l'un d'eux faillissait à ses responsabilités, le groupe tout entier en souffrait. Cela favorisait une solidarité extraordinaire entre les membres de la tribu, un lien si puissant que de nombreux psychologues contemporains étudient ces liens tribaux pour comprendre le véritable développement communautaire. Ce sentiment d'unité était tout aussi vital que les multiples couches de vêtements évoquées précédemment, car parfois, la survie ne se résumait pas à posséder un équipement approprié. Il s'agissait d'avoir les bonnes personnes à proximité.